Bonjour à tous, si vous êtes connectés et vous pouvez me dire si vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Si vous m'entendez, est-ce que moi j'ai un message qui s'affiche que je me déconnecte, je me connecte en continu. Donc on va voir, hein. J'essaye de arrêter toutes les choses qui arrivent. Ok. On va espérer que ça se connecte bien parce que voilà, je ne vois pas trop pourquoi cela arrive. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais vous partager, c'est les concepts, les infections virales et donc les liens entre les infections virales et Lyme chronique. Je trouve que c'est très, très, très important de comprendre ces liens. Et car vous êtes nombreux à être dans ces circonstances, à ces cas de figure, je pense. Alors, je vois que il y a toujours la même présentation. Voilà. Bon, ça c'est mis doucement en route, donc je vais continuer, c'est bien. Ok, il y a un petit peu de délai, mais on va faire avec. Dans ces infections virales et Lyme chronique, que ce soit pour Epstein-Barr virus, que ce soit pour cytomégalovirus, que ce soit pour coronavirus, que ce soit pour parvovirus, pour n'importe quel virus, vous êtes dans ces cas de figure et toute infection virale va provoquer un empirement de Lyme. Et je vais vous expliquer pourquoi et d'où ça vient, car tout est scientifiquement prouvé déjà. Donc, qui ne l'accepte pas, c'est qui n'a pas lu la littérature scientifique et qui n'écoute pas ses patients. Donc, on va commencer par le concept d'inflammagine. L'inflammagine, c'est la contraction de deux mots, inflammation et aging, qui en anglais, ça veut dire prendre de l'âge. Donc, c'est un terme qui a été proposé par un Italien, Claudio Franceschi, qui est un professeur émérite de l'Université de Bologne, ancien directeur scientifique du Centre national italien de recherche sur le vieillissement, pour dessiner justement cette inflammation liée à l'âge, mais aussi l'inflammation qui cause de la désénescence, de prendre l'âge plus rapidement aussi. D'accord? C'est les deux en même temps. Donc, c'est une réaction normale du système immunitaire à une agression. D'accord? Ça, c'est que ce soit une agression pathologique, pathogénique, je veux dire que c'est une agression pathogénique, un virus, un coronavirus, un parvovirus, un virus de l'hépatite. Vous avez reçu le vaccin d'hépatite B, ce virus reste dans votre corps. Vous avez eu une hépatite A, hépatite C, notamment dans les années 70. Voilà, mais pas que, hein, n'importe quel virus, Epstein-Barr, cytomégalovirus, voilà, on va voir que cette infection va faire déclencher cette inflammagine
on va aussi avoir un traumatisme. Cette réaction immunitaire peut être causée par un traumatisme, je vais dire, par de brûlures, par des allergies, par des cellules cancéreuses, etc. D'accord, n'importe quel danger et pathogène va déclencher les signaux d'inflammation. Et donc, cette inflammation va se manifester par la réponse inflammatoire que vous connaissez. D'accord? Rougeur, gonflement, sensation de chaleur, douleur, perte de fonction. Il y a 5 signes cardinaux de l'inflammation. Donc, ainsi, les modifications biologiques caractéristiques vont commencer à apparaître, notamment l'augmentation de la protéine C réactive. Donc, c'est différent de l'inflammation physiologique, d'accord? Car cette inflammation, on va dire que c'est une inflammation non résolue. D'accord? Et je veux passer par ces notions-là, même si c'était déjà évoqué dans d'autres présentations. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à faire référence à la présentation de médiateurs lipidiques où j'en parle. Ça a été déjà fait aussi même la semaine passée. Donc, l'inflammation, c'est un état d'inflammation chronique de bas grade. Donc, le corps n'a pas pu résoudre l'agent pathogène, n'a pas pu résoudre cette infection. Donc, il rentre en inflammation chronique. D'accord? Et ça, on va appeler aussi l'inflammation chronique de bas grade. Mais en cette inflammation chronique de bas grade sont impliqués les intestins, la perméabilité intestinale et le dérèglement de microbiote, c'est-à-dire un taux trop élevé de mauvaises bactéries et un taux trop bas de bonnes bactéries. Notamment, trop élevé le taux de bactéries gram négatives, très peu de bonnes bactéries gram positives. Et donc, ça va augmenter, ça va rester dans les corps pour que l'on prenne de l'âge et pour que on présente des signes chroniques, de maladies chroniques. D'accord? Donc, on va voir lors de ces processus quoi? De médiateurs de l'inflammation en continu. D'accord? Et c'est ce qui se passe avec une infection chronique, c'est qu'elle lance en continu les médiateurs de l'inflammation. Tant que vous ne puissiez pas résoudre cette infection qui va médier pour l'inflammation, en utilisant les acides gras, vous ne pourrez pas prétendre d'arrêter Lyme. Tant que vous ne traitez pas l'inflammation chronique de bas grade, tant que vous ne puissiez pas résoudre l'inflammation et que ces pathogènes partent, Lyme va régner parce qu'elle a toute la possibilité il est un bon terrain, quoi, d'accord? Normalement, on parle de terrain et Lyme, en ces cas-là, a un terrain super fertile pour prospérer. Et qu'est-ce qui se passe alors cette recherche évoque l'infection par le cytomégalovirus. Ceci dit, ça peut être n'importe quel autre virus, d'accord? Donc, c'est-à-dire que ce virus, cette infection chronique, d'accord, vous avez pris la mononucléose, vous avez un vaccin d'hépatite B que vous a donné trop de virus pour ce que votre corps pouvait tolérer au moment de l'inoculation. Peu importe quel virus, vous êtes allé, vous êtes en contact avec un chien ou pas, tout hasard de la vie, vous rentrez en contact avec parvovirus, voilà, d'autres coronavirus, n'importe quel variant. Et donc, cette infection va devenir chronique si elle n'est pas traitée et devient latente, c'est-à-dire qu'on va voir le 6GG. Et normalement, les spécialistes vont dire oh, c'est ancienne, c'est une infection ancienne. Or, cette infection ancienne vous provoque l'inflammation, d'accord? Car c'est une activation à long terme du système immunitaire et au fil du temps. Donc, l'exemple le plus étudié, c'est toujours cette mononucléose, cytomégalo-Epstein-Barr. Pour le coup, aujourd'hui, c'est cytomégalovirus, donc j'ai extrapolé la recherche, mais n'importe quel virus va induire une infection latente à vie. Donc, les virus, ce qui n'est pas tout à fait compris dans la médecine, l'immunologie d'aujourd'hui, c'est que ce virus va se réactiver périodiquement
déclenchant une réponse immunitaire avec très peu de symptômes. Vous ne rendez pas compte que là à 12 heures, voilà, par exemple, votre cytomégalovirus est en train de s'activer. L'eptimer-virus est en train de s'activer parce que vous avez mal dormi hier soir, par exemple, ou parce que votre coronavirus, votre système immunitaire n'a pas pu faire face au coronavirus et là est en train de s'activer. Donc, évidemment, l'impact va être plus important chez les sujets âgés, mais je trouve que toute personne ayant une infection virale va subir ces problématiques d'inflammation qui provoquent le stress oxydant et qui devient un cercle vicieux parce qu'il va produire constamment un taux élevé de cytokines inflammatoires. Et c'est ainsi que ces cytokines inflammatoires, on va voir, peuvent dégénérer, peuvent causer énormément de problèmes qui sont liés souvent à vos symptômes de Lyme et que personne ne les met ensemble. Donc vous finissez en visitant des zoologues, les rhumatologues, les neurologues, les machinologues, les gastroentérologues, peu importe quel ologue pour justifier leur existence parce que le corps est un seul organisme qui communique, d'accord? Les cytokines vont partout dans le corps, hein, ce n'est pas les cytokines qui ont été relargués par la présence virale, qui ne vont pas finir dans le système digestif, qui ne vont pas finir dans vos articulations. Non, l'immunologue n'a pas compris que le corps est un. Les gastroentérologues n'ont pas compris les liens entre l'intestin, le cerveau, les articulations. Donc, vous finissez visitant plein de spécialistes qui finissent par ologue et personne ne vous comprend. Mais je vous dis, les infections virales chroniques sont la raison de pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Ceci dit, ça peut être transpolé. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler d'Epstein-Barr, de mononucléose, de cytomégalovirus, n'importe quel virus. Ça peut être transpolé pour n'importe quelle autre infection pathogénique. D'accord? C'est les mêmes. Les infections, la production de cytokines et la réautocontamination. Ceci dit, les nombres, et vous aurez pu peut-être les constater lors que vous faites des analyses sanguines. Vous voyez un jour votre taux d'IgG pour Epstein-Barr virus est plus élevé que le lendemain ou qu'il y en a en arrière et ça va être en lien avec vos symptômes de Lyme. Les IgG, les IgM peuvent s'altérer. Il y a même des hypothèses, je n'ai pas pu trouver par manque de temps, les liens, la preuve scientifique qu'on passe des IgM à IgG. Mais je sais que ça se passe. Je sais que c'est le cas parce que je les vois avec mes patients depuis bientôt 18 ans. D'accord? Donc, c'est les corps de mes patients qui parlent que la science le prouve ou non. Je m'en tape. C'est les corps de patients qui m'a déjà tout prouvé. Vous savez que quand un médecin veut présenter un cas clinique, ça s'éprouve comme science, si je veux dire, un médecin traitant peut présenter un cas clinique d'un de ses patients qui a vu au cabinet et ça c'est dans la communauté scientifique est pris comme pour vrai, pour véritable. Donc voilà, je vais appliquer la même méthode. Ne publiez pas sur les journaux pour autant, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais sachez que si je le vois au cabinet aussi depuis 18 ans, si les corps de patients en Australie, en Italie, en France me disent la même chose autour du monde, je pense qu'il y a un lien immunologique est très intéressant et pas du tout mis à la portée de tout le monde parce que ça pourrait provoquer un gros bouleversement de la notion d'immunologie qu'on a aujourd'hui. Je vous le répète, Lyme n'est pas reconnu parce qu'il va bouleverser toutes les notions d'immunologie qu'on a, les fausses notions, les partiellement vraies, mais aussi les partiellement fausses. Donc, qui parle d'infection virale est obligé de parler du zinc. Et désolé, j'ai mis énormément, je fais la présentation en 10 minutes, je fais la présentation PowerPoint en 10 minutes et j'ai beaucoup de ressources en anglais pour ce qui est ces présentations. Je vais les traduire, je n'ai pas eu le temps de les traduire. Donc le zinc, c'est l'organisateur, d'accord? Il va participer au cycle énergétique, à la régulation du sucre, du glucose, à la régulation hormonale, à la régulation de la pensée abstraite, à la régulation immunologique, évidemment,
elle va participer à la production de neurotransmetteurs, à contrôler les sommeils, le cycle nictéméral aussi, la digestion et va faire de défense et de croissance ainsi que de réparation. Donc on va discuter tout ça tout à l'heure. Toutes les diapositives qui vont suivre font rappel à cette fonction de zinc et comment les virus sont la cause de pourquoi on a aussi une carence en zinc. Et du coup, un déséquilibre cuivre-zinc, mais qui peut ne pas se trouver au niveau sanguin, mais juste au niveau cellulaire. D'accord? Parce qu'il y a une différence entre ce que vous trouvez dans vos résultats d'analyse de zinc, des résultats d'analyse sanguine, et c'est ce qui se passe à l'intérieur de vos cellules. Donc, il y a les deux paramètres à considérer, et c'est là où on n'est pas tout le temps d'accord. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il nous faut la partie physique, il nous faut la partie voilà, d'analyse, des résultats d'analyse, mais il me faut aussi les résultats d'urine, des salives pour déceler la présence de cuivre, donc la carence en zinc, et aussi il me faut la biorésonance pour faire l'étude micronutritionnelle cellulaire. Attention, pas sanguin, mais cellulaire. Et pourquoi pas aussi faire appel aux laboratoires d'investigation préventive qui vont analyser ces métaux ou à travers le cheveu, mais c'est pas dit qu'on va voir ce qui se passe dans la cellule. Donc j'utilise beaucoup plus la biorésonance, qui du coup c'est un type de morathérapie que j'ai pour pouvoir déceler ce qui se passe à la cellule qui est beaucoup plus important parfois pour de maladies chroniques. Donc du coup, revenant au zinc, il va nous protéger. Donc on a tout un shield, d'accord, on est protégé par le zinc, de toxines, de stress mental, de stress physique, des infections. Et le zinc va être le sécrétaire de quoi? De fluide cérébrospinal, de larmes, de sécrétion nasale, de la salive, de fluide samidal, de fluide pulmonaire, la transpiration, la sécrétion de lait maternel, la sécrétion d'acide chlorhydrique, la digestion dans la production d'enzymes digestives, la production de fluide intestinal, notamment tout ce qui est mucus, la production d'urine, les règles menstruelles et les fluides synoviales. Donc vous voyez que j'ai déjà fait mention de beaucoup de problématiques chez les personnes atteintes de Lyme. D'accord? Parce que qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui ont Lyme ont souvent ces problématiques. Je vais revenir à la diapositive précédente. Ont quoi? Ont problématique digestive, ont problématique des règles, ont même production chez certaines femmes d'adénomiose, d'endométriose. Et je vais vous expliquer pourquoi. Problématique digestive, donc je vous ai dit, problématique aussi de brain fog, de la tête embrumée. On va voir tout ça et ça c'est lié à l'infection virale. Alors vous ne sortez pas de cette présentation disant je vais me soigner avec du zinc parce qu'il y a beaucoup plus de paramètres à analyser. Ne faites pas l'autothérapie, l'autoprescription et l'auto-guérison. D'accord? Si je mets mon temps à vous présenter, c'est pour que vous voyez la complexité, pour que vous ne jouez pas à tout vouloir connaître, savoir après une demi-heure de présentation. Parce que je bac plus 8, plus 18 ans d'expérience clinique, donc voilà. Donc, donc les rôles du zinc va être quoi aussi? Va faire partie de la structure de métallothionine, c'est-à-dire qu'on va la trouver, cette métallothionine, au niveau cérébral, au niveau hépatique, au niveau de l'intestin en grêle, au niveau de l'estomac, au niveau de la peau. Donc, les infections virales chroniques vont empirer la maladie de Lyme, mais vont aussi provoquer quoi? Problématiques cérébrales, digestives, de la peau. Comme par hasard, ne sera-t-il le cas que ces souches de Lyme profitent de cette carence en zinc pour aller là dans les tissus
vers les tissus qui sont carencés de métallothénine et vont là-bas développer et manifester leur présence. Voilà, je me pose plein d'hypothèses, hein, parce que pour moi, c'est ce que je pose au cabinet et c'est comme ça que je traite les personnes qui viennent me consulter. Qu'est-ce qui se passe lors d'une attaque virale? Peu importe les virus, on s'en fout quel type de virus, la réponse est toujours pareille. On est attaqué par un virus et les zinc va être appelé. Pourquoi? Donc ici, c'est notre organisme, en rond. Les virus sont ceux qui veulent s'accrocher et dire à notre noyau de le répliquer. Et là, le zinc apparaît, explose tout et les virus s'en vont, normalement. Or, ça peut passer, ça peut être le cas dans 2, 3 jours, dès lors que l'infection devient chronique, parce que les zinc n'a pas suffi. Il vous manque, vous étiez sous stress oxydant, vous aviez des xénobiotiques, des perturbateurs endocriniens, vous mangez une nourriture industrielle, euh, plein de choses qui vont faire que les zinc soient aussi appelés à faire d'autres choses, parce que les zinc n'est pas que pour le virus. Il y a au moins 200 fonctions corporelles. Donc, il y a d'autres choses à foutre que vous protéger d'un virus ou des virus. Donc, du coup, après, vous avez déjà ces virus. Après, vous chopez Lyme. Et du coup, il dit, attends, j'ai détoxifié, j'ai aidé que tu ne perds pas les cheveux parce que tu as une hypothyroïdie. J'ai aussi aidé à digérer, à produire ton acide chlorhydrique, à te défendre du virus. Et maintenant, du Lyme. Et puis, je dois sécréter l'acide chlorhydrique. Je dois aussi sécréter les larmes parce que parce que tu dors pas, donc tu as un stress. Et du coup, tu dors pas parce que je suis aussi carencée. Je ne suis pas omniprésent et dit, je pète un plomb, débrouille-toi avec ton infection. En gros, ce qui se passe, surtout qu'avec l'alimentation d'aujourd'hui, vous n'avez pas l'apport en zinc nécessaire pour dire, voilà, je compense avec un apport nutritionnel. Vous ne l'avez pas. Donc, il n'y a pas cet apport pour dire, bon, ok, je ne suis pas omniprésent, mais bon, je veux peut-être mettre la sécrétion d'acide chlorhydrique de côté et je me concentrer pour l'infection virale. D'accord? Après, va choisir ça, l'aspect le plus important dont il doit traiter. Donc, revenons à ça. Dès lors qu'on a trop de zinc, donc le zinc est occupé là, après, ces 3 virus ont été empêchés de rentrer dans l'organisme, mais il y a d'autres. Donc, vous rencontrez 2, 3 jours plus tard, 1 an plus tard, et vous étiez carencé en zinc. À ce moment-là, votre carence en zinc s'avère et ce n'est pas au niveau plasmatique que vous allez l'avoir, ce n'est pas au niveau sanguin que vous risquez de l'avoir, étant donné aussi que la fourchette de zinc est très très large. Et du coup, cette carence en zinc va provoquer une augmentation des cuivres. Les métaux fonctionnent en balance, souvent, d'accord? Plus vous avez d'amalgame dentaire, de mercure, plus vous mangez des poissons pollués au mercure, plus vous allez avoir une baisse en zinc, parce que le zinc va être là pour contrebalancer les amalgames, les poissons que vous venez de manger. En plus, il doit aussi s'occuper de votre virus. N'oubliez pas cette infection virale. Donc, vous voyez comment le zinc est trop demandé et on n'a pas suffisamment dans notre alimentation. Comme par hasard, tout est fait pour que notre alimentation soit déprivoisée de zinc. Donc, qu'est-ce qui se passe? La balance cuivre-zinc, bon, ça c'est équilibré. Donc, du coup, vous ne voyez plus les zinc et les cuivres très, très, très élevés. C'est ce qui va nourrir vos infections virales. Voilà, je vais arriver à ça, mais attendez un petit moment. Donc, de lors que votre zinc cellulaire, je parle du zinc cellulaire, pas du zinc plasmatique aujourd'hui. Attention, la différence. Donc, dès que ce zinc cellulaire est à un bon niveau, les virus restent dehors et on est content. Dès que le taux cellulaire de zinc est bas, on a des problèmes. Houston, we've got a problem. Donc, parce que le zinc n'est pas là, et les cuivres montent. Et les cuivres montent avec quoi? L'excès estrogénique qui va tirer, l'angiogénèse, la métaplasie, les infections à répétition, la chute de cheveux, l'hypothyroïdie, les problèmes digestifs, etc. On va voir tout ça. Les douleurs musculo-articulaires, bien entendu, et l'oxydation, parce que le cuivre adore créer l'incendie dans votre corps. Les zinc lui étant,
et le cuivre le rallume. Les zinc aussi on dit que notre double hélice d'ADN contient de zinc fingers. Donc vous voyez que les acides aminés sont unis par molécules de zinc. Donc des perturbations d'ADN seront à l'ordre du jour de lors qu'il y a une perte de zinc provoquée par une infection virale, mais pas que. D'accord, je vous ai dit, aujourd'hui, cette présentation fait appel aux infections virales, mais peu importe qui est là à enlever le zinc. D'accord, la même chose arrive si vous avez des plombages qui fuient trop de mercure, si vous mangez des poissons trop riches en mercure, si vous avez trop de cuivre, qu'après le zinc est appelé à contrebalancer cette balance très 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 déséquilibrée. Voilà. Non, je vous rappelle que pour maintenir notre ADN intact, il nous faut de bons taux de zinc. Le zinc va aussi aider au niveau du foie à créer l'énergie. D'accord? Donc, vous voyez que la conversion de lactate, donc dans les muscles, on va faire du lactate. D'accord? Le glucose devient lactate. Lactate, ça devrait vous rappeler quelque chose. Aussi, production d'acide lactique. Donc, douleur musculaire. Parce que cette lactate ne peut pas être nettoyée par la présence du zinc et retourner à être pyruvate. Donc voilà aussi pourquoi les douleurs musculaires sont présentes dès lors qu'on a eu aussi des infections virales. Ce cycle ne peut pas parvenir correctement, comme le glucose ne peut pas aussi devenir lactate, donc le muscle a moins d'énergie, ou soit ce lactate ne peut pas être nettoyé et revenir au pyruvate, et donc aussi toutes ces douleurs musculaires. D'accord? J'espère que vous commencez à comprendre les liens. Les malades de Lyme ou avec des infections chroniques virales, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Qu'est-ce qu'ils sont souvent? J'essaie de bouger mon caméra, mais ça ne passe pas. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont une intolérance à l'alcool. Ils ne peuvent pas tolérer l'alcool parce qu'ils manquent du zinc. Parce qu'ils sont des infections virales chroniques. Et le zinc aussi aide la détoxification hépatique. Donc, on a ces problématiques de l'alcool déshydrogénase qui ne peut pas, que c'est l'enzyme qui dégrade l'alcool, qui est moins efficace en absence du zinc, de lors qu'on a des infections virales ou de lors qu'on a n'importe quelle raison pour avoir une carence en zinc. Le zinc est la fonction cérébrale pour être alerte, pour n'avoir pas des hypoglycémies, pour avoir une pensée abstracte, pour être multitask, pour faire plus d'une chose à la fois. Un malade de Lyme ne peut pas, une personne atteinte de Lyme ne peut pas faire plus d'une chose à la fois et a du mal même à se rappeler ce qu'il vient de faire ou ce qu'il va dire. D'accord, ce n'est pas que lié au zinc, bien entendu, mais c'est lié au zinc, à l'excès de cuivre, à l'infection virale et à toutes les co-infections. D'accord, je vous répète, ne sortez pas d'ici en bouffant que du zinc. Hein. Voilà, les humeurs et la mémoire vont être liées à l'activité cérébrale qui est liée à un bon taux cellulaire de zinc, pas plasmatique. Les contrôles du glucose se fait aussi avec une présence en zinc. Et ceci dit, vous voyez aussi pourquoi beaucoup d'infections de mononucléose craignent des hypoglycémies. Quand la personne mange, va laisser coucher, va faire une petite sieste parce qu'elle ne peut pas tenir debout. Une personne aussi qui est, même sans savoir manger, fait des choses et a comme des vertiges. Là, toute la chambre ou dans son horizon, il y a tout qui bouge. C'est typiquement mononucléose parce que l'infection virale chronique crée un déficit en zinc. Et du coup, crée aussi ce type de vertiges qui sont liés à quoi? À une hypoglycémie. Donc, il y a alors qu'on va faire une courbe de tolérance au glucose, on va avoir de déséquilibre. De lors qu'on fait cette courbe de tolérance au glucose due à la carence en
en zinc. D'accord? Et ça se passe au bout de l'heure et demie d'avoir mangé. Et du coup, la personne va venir quoi? Va venir me consulter pour de l'hypoglycémie transitoire, ou souvent il est à la salle d'attente, ou lorsqu'il est en séance, il va manger quelques amandes. Pour ceux qui sont conscients, pour ceux qui sont encore dans un état d'inconscience, vont manger des bonbons. Donc, ce qui ne va pas arranger la chose, parce que le sucre va enlever le zinc aussi du corps, le peu qui reste, ou le peu qui arrive. Et je vous rappelle aussi que cette problématique des sucres va aussi privilégier le développement de candidose. Plus le corps fait du mal, sa glycolyse, plus candidose a du sucre à manger. Plus elle dit, oh, mais c'est génial, j'ai un bon terrain ici, je veux manger, je reste. Et du coup, la personne va dire, oh, j'ai une candidose, j'ai une infection virale, j'ai Lyme. Mais vous n'avez pas vu la situation complète. Et c'est la biologie nutritionnelle fonctionnelle qui vous donne ces réponses. Donc, vous voyez, donc la courbe, hein, il y a une chute beaucoup plus importante de sucre quand on manque de zinc et quand on a des bons taux en zinc. Pour ce qui concerne les neurotransmetteurs, pour les neurotransmetteurs, on a plein d'excuses. Aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai choisi le rôle du zinc lors des infections virales, mais vous voyez, dès lors que vous mangez des protéines, vous avez besoin du zinc pour convertir la protéine que vous venez de mettre dans votre bouche en phénylalanine. La phénylalanine, c'est quoi? C'est le précurseur de la tyrosine, L-dopa, de la dopamine, qui après va se méthyler en noradrénaline. Donc, à nouveau, quand même, on a de processus biochimiques très importants, d'accord, qui sont liés à un taux d'homocystéine correct. Donc, vous voyez, le zinc est là, le zinc est plus tard dans la conversion de dopamine. Et les cuivres là. Donc, dès lors qu'on a aussi problématique des cuivres, on va altérer la dopamine et sa transformation en noradrénaline. Le même est applicable de l'autre côté pour le sommeil. D'accord? Alors qu'on n'a pas suffisamment de zinc, ce tryptophane ne va pas pouvoir se convertir en HTP et après en sérotonine. Et pour qu'après elle s'éméthyle, utilisant les vitamines B2, B6, B9, B12, en mélatonine pour que vous puissiez dormir. Donc, combien d'entre vous vous êtes en carence de sommeil? Combien d'entre vous vous êtes en état d'agitation? Voilà, parce que la noradrénaline après devient adrénaline. D'accord? Là, il manque une petite flèche en adrénaline. Vous voyez comment tout ce déséquilibre, angoisse, sommeil, persévérance, parce que la dopamine, c'est celui-là que vous donne l'entrain, l'envie de vous réveiller, d'avoir des projets, de créer, de les achever. La sérotonine, c'est voilà, c'est un petit frein quand même, mais va vous donner bonne humeur et va vous permettre de dormir. Voilà, le rôle du zinc et comment les infections virales vont empêcher cette conversion de protéines en neurotransmetteurs, en hormones. Aussi, tout ce qui est abstraction et langage, la capacité d'imaginer, de voir les choses différemment, qu'ils ne soient pas juste par papier, regardés comme ça vient d'un bon taux en zinc, d'accord? Je dois aller chercher les enfants à l'école, je dois m'occuper de trucs pour mon mari, je vais faire après l'apéro avec les copains le week-end, je vais au travail. On a aussi, par exemple, je consulte, j'ai besoin de voir ce que je veux faire au milieu d'une séance, comment je vais clôturer, qu'est-ce que je vais proposer à ces personnes. Donc, voilà, ça va être donné par le zinc. Votre capacité de réflexion, votre mémoire, votre capacité de lecture est réduite lorsque vous avez Lyme. Quand je l'ai eu, je faisais un doctorat en médecine épigénétique, je ne pouvais pas présenter deux mots ensemble, je devais tout lire et encore, ce que j'avais lu, je ne pouvais pas les répéter, je ne savais pas ce que j'avais lu. D'accord, c'est déprimant à voir ça à 25 ans. Le zinc va aussi privilégier la conversion de cholestérol en autres hormones, comme la progestérone, comme l'hormone mère,
d'accord? Déjà le prénénolone, d'accord? Parce qu'on va soit le cholestérol, ça va soit vers la voie du prénénolone, soit vers la voie du DHA. Le prénénolone, voilà, vers la progestérone, aldostérone, voilà. Donc on peut avoir beaucoup plus de dérèglement de ces hormones-là, de cortisol ici, et des estrogènes. Et si les estrogènes après, s'il y a une activité trop importante d'aromatase, par exemple, il va avoir l'infection virale, le carence en zinc et l'endométriose chez la femme. Par exemple, ce qui me vient de vous dire, combien de sujets vont venir me dire j'ai là, mais j'ai aussi une chute de la DHEH, une chute de la prénénolone, j'ai trop de cholestérol. Et du coup, le médecin le met sous hypocholestérolémien à tort, parce que le cholestérol était là pour augmenter la production de pregnénolone, du DHA, qu'il n'y avait pas. Donc le cholestérol augmente quand il y a trop de demande. La production augmente, n'est-ce pas? C'est la loi de marché. On demande, la production augmente. Voilà, la production de cholestérol manque parce qu'il y a trop de demande de DHA et de pregnénolone parce que la personne est fatiguée. Et ces hormones, ce sont des hormones mères, on dit, qui sont productrices d'autres hormones. Donc on a besoin d'elles. Donc si vous prenez l'hypocholestérolémie, notamment une statine par exemple, va bloquer le cholestérol, mais aussi va bloquer quoi? Par la voie du mévalonate, par une voie biochimique, va bloquer la production de coenzyme Q10. Donc vous allez rentrer encore plus en fatigue et aussi avec des douleurs musculaires, comme si vous n'en avez pas déjà suffisamment pour en ajouter de plus. Donc voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, je l'avais mis quand même la partie de l'aromatase, d'accord? Cette aromatisation est liée aussi à un déficit en zinc et certaines recherches disent que c'est aussi lié à une augmentation de cuivre. Mais ils ne font jamais le lien entre zinc et cuivre. Il y a la recherche qui dit par rapport à zinc, la recherche qui dit par rapport au cuivre. Je vous dis tout ce que j'ai appris toutes ces années et c'est le ratio cuivre-zinc qui va aromatiser et créer des problématiques estrogéniques dans votre corps. Qui va aromatiser la testostérone, que ce soit pour l'homme avec une problématique bénigne de prostate ou que ce soit pour la femme au niveau de l'endométriose, par exemple. Donc, au niveau des infections virales chroniques, le rôle du zinc pour le contrôle du cholestérol, vous voyez ici déjà les cuivres beaucoup, je ne vais pas dire beaucoup trop, est trop élevé, d'accord, et pèse trop par rapport à zinc, est trop important dans le corps, et donc il va déséquilibrer le manganèse, la vitamine B3, la vitamine B5, le chrome, le zinc évidemment, la vitamine C, le sélénium et la vitamine E. Donc tout ça va être déséquilibré par un mauvais ratio cuivre-zinc par une infection virale. Quel qu'il en soit. Toutes les allergies vont être liées à un déséquilibre cuivre-zinc, peu de molybdène, peu de vitamine C, problèmes digestifs, notamment d'acide chlorhydrique, de infection à l'Helicobacter pylori. Ceci dit, je fais une parenthèse par rapport à l'Helicobacter pylori, qui est souvent lié à une candidose. Mais je vous ai dit, dès lors qu'il y a une infection virale, il y a un mauvais métabolisme du sucre, la candidose va rester là. Donc, la candidose va aussi attirer plus facilement l'Helicobacter pylori. Ils sont liés, hein. Et voir certaines sources disent que c'est candidat qui a donné lieu au Helicobacter pylori et pas vice-versa. Et va créer un déséquilibre hormonal, ça on l'a vu au niveau des estrogènes, au niveau de la testostérone, au niveau de neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine, la mélatonine, la noradrénaline et l'adrénaline. Et là, je dois faire une parenthèse avec ce syndrome d'activation mastocytaire. J'ai ras-le-bol de l'écouter, j'ai ras-le-bol que vous... Mais j'ai vraiment un ras-le-bol. Oh mon Dieu, je masse, oh mon Dieu, je vais mourir, oh mon Dieu, le mastocyte, oh mon Dieu, vous êtes en inflammation, vous voulez pas l'entendre, quoi. Allez prendre le suppresseur immunitaire, comme ça, vous mettez plus de feu à l'incendie que vous savez. Faites comme vous voulez. Je suis là pour vous dire qui se passe. Après, vous décidez. Hein. Je vais essayer de bouger la caméra là. Hop, comme ça, vous lissez aussi. Cette activation mastocytaire n'est rien d'autre qu'un bordel immunologique que vous avez dans votre corps qui sécrète trop. Il y a de mastocytes qui sécrètent trop
de cellules immunitaires, d'accord? De molécules inflammatoires immunitaires. Non, c'est pas parce que vous allez éteindre votre système immunitaire avec du méthotrexate, de je ne sais pas quoi d'autre, que ça va fonctionner. Vous êtes carencé en zinc, vous avez une infection virale à la base, c'est sûr que votre système immunitaire va commencer à déconner. Et ça peut le faire à travers les mastocytes, mais ça peut le faire aussi à travers une mauvaise conversion de macrophages. Je vais vous le montrer. Donc, c'est problématique allergique. D'accord? Donc, tout le monde en parle, c'est très à la mode. Mais ce n'est pas parce que c'est à la mode que c'est la vérité ou c'est ce qu'ils vous disent la cause. Donc, oui, ces mastocytes vont créer des dommages cellulaires. Oui, c'est grave parce que vous pouvez finir en anaphylaxie, évidemment. Mais ce n'est pas en atteignant votre système immunitaire que vous allez résoudre la problématique. C'est aberrant de prendre quelque chose pour éteindre le système immunitaire, d'ailleurs. Donc, je vous ai mis toute une description de ce qui sont les mastocytes, voilà, comment ça affecte les réactions allergiques, etc. Et c'est vraiment ces médiateurs inflammatoires qui sont complètement déréglés. Ils sécrètent trop d'une quantité excessive. C'est ce qui fait ces réactions fameuses MASA dont je n'ai ras le bol d'entendre. Parce que de toute façon, vous voyez que toute réaction histaminique devrait normalement, avec du zinc, avec un bon taux de cuivre, avec un bon taux de manganèse, donc des antioxydants aussi, finir dans les urines. Donc si ça ne finit pas, c'est que vous n'avez ni B6, ni zinc, ni cuivre, ni manganèse, que vous n'avez pas non plus une bonne méthylation et que vous avez aussi une mauvaise flore bactérienne, notamment parce que aussi toute l'histamine va se dégrader au niveau de côlon descendant. Donc entre les mauvaises flores bactériennes, la carence en zinc, le déséquilibre cuivre-zinc, c'est mieux dit, la problématique d'homocystéine qui est reliée avec le S-adénosylméthionine, vous avez une réaction mastocytaire ou trop d'histamine. Peu importe comment votre corps va manifester ces problématiques-là, la cause est cela que je viens de vous dire. Si vous voulez continuer à prendre des immunosuppresseurs, allez-y, je vous ai montré ce qui se passe. Donc, normalement, ce qui se passe, donc on a les infections, on a les lésions, on a la barrière intestinale perméable, on mange mal et on est stressé. Donc, toutes les cellules présentes dans les tissus, les mastocytes, les macrophages, les cellules dendritiques, vont relâcher l'histamine et vont faire quoi? Vont faire appel aux neutrophiles et aux macrophages des cellules immunitaires qui sont liées à l'immunité innée. Parfois, ils vont aussi aller vers la production directe des cytokines. Ils ne vont pas passer par l'histamine, mais vont produire des cytokines pro-inflammatoires, interleukine 6, interleukine 1 bêta et les TNF-alpha, induits aussi par NF-kappa B, le facteur Dark Vador de cette histoire, et de médiateurs pro-inflammatoires, d'accord, le prostaglandine, les thromboxane, etc. Et on doit arrêter toute cette production. Vous êtes là, les personnes qui ont une maladie de Lyme restent là pendant des années. Plus on a d'histamine, plus on va avoir le nez qui coule, des problématiques d'églaire, des problématiques de mucus, des glaires derrière la gorge, au niveau du sinus, peu importe. De problématiques aussi des douleurs. Plus on a des cytokines, plus on va avoir des douleurs aussi, mais peu importe tous, ce sont tous des processus pro-inflammatoires, pro-oxydants, pro-glyquants. D'accord? D'abord, on fait la rouille, d'abord on rouille, et après on caramélise. Après, on devient une crème brûlée. Donc, c'est pas bon. Souvent, les personnes atteintes de Lyme viennent en état de crème brûlée au cabinet et prétendent que je donne des réponses au bout d'une séance. Bon, bref. Je ne suis pas magicienne, mais
il faut passer par des étapes, certaines étapes de caramélisation. Une fois que vous avez fait le caramel sur votre crème brûlée, que vous avez fait cette caramélisation, vous ne pouvez pas la défaire. La rouille, pourtant, on peut l'enlever, d'accord? Il y a des façons qu'on puisse enlever la rouille de la chaîne de vélo qui est restée dehors sous la pluie, par exemple. La caramélisation, c'est beaucoup plus difficile, d'accord? Non, souvent, vous venez en état de caramélisation, donc prétendez pas non plus de grand-chose, hein. Soyez réaliste, mais voilà. Donc, plus tôt vous vous traitez, mieux on évite la caramélisation. Évidemment, ce n'est pas une caramélisation systémique, je veux dire. Systémique, ce n'est pas de tout votre corps, d'où pourquoi on peut avoir des bons résultats. Mais il nous faut du temps. Et donc, après, on va arrêter ce processus avec quoi? Avec de médiateurs de la résolution, vos oméga 3, vos oméga 6, pour provoquer l'homéostasie, parce que là, vous êtes en allostasie. Là, vous marchez avec une jambe et vous pensez que c'est normal. Votre corps s'est habitué à cet état. Nous, on doit lui dire, non, pour le coup, c'est pas normal ça. Reviens au normal et reviens ici avec les médiateurs lipidiques et marche à nouveau avec tes deux jambes comme il faut. Et en gros, c'est ce qui se passe quand il y a ces déséquilibres cuivre, zinc, cuivre, virus, etc. C'est ce qui se passe, c'est qu'on a cette inflammation, on a l'infection virale, on appelle les cellules immunitaires qui vont passer par diapédèse, d'accord, notamment aussi les neutrophiles, et on va les appeler au site de l'infection. Là, c'est une épine qui a traversé la peau, ça peut être un virus pour le coup. Et ces neutrophiles vont aider la clairance de ces ruptures de barrière pour le coup. Ces neutrophiles, s'il y a une infection virale, vont lutter contre l'infection virale. Ces macrophages ou bactériennes. Les macrophages qui sont là ne se servent pas à grand chose, ils doivent changer de casquette, ils vont changer de face, des macrophages normal type 1 à macrophages type 2 super héros pour lutter et convertir ces processus inflammatoires et les résoudre, passer du rouge au bleu, passer de la douleur, de la perte de fonction, de la fièvre à une motilité, à une fonctionnalité, à avoir une capacité motrice correcte, par exemple, et retourner à l'homéostasie. Et tout cela se fait grâce aux médiateurs oméga 6 et oméga 3. D'accord? Donc, ce n'est pas que la viande rouge est mauvaise parce que vous voyez bien que les médiateurs qui vont commencer en bleu sont ceux qui finissent la problématique, dérivent de l'acide arachidonique ici, d'accord? Qui est un oméga 6. Et normalement, on dit, oh mon Dieu, la viande, mais je dis, oh mon Dieu, le céréales. Bon, bref, ce n'est pas la discussion d'aujourd'hui, mais vous voyez que déjà, une lipoxane qui va médier l'inflammation est sécrétée par l'acide arachidonique. Et on doit avoir un équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3. C'est là la clé. Les ratios acide arachidonique, acide eicosapentaenoïque, on peut les tester au niveau des laboratoires de biologie nutritionnelle et fonctionnelle, va donner la clé de combien les sujets enflamment, s'il est en état pro-inflammatoire ou pro-inflammatoire ou anti-inflammatoire. Et c'est ainsi que c'est grâce à c'est à ces niveaux-là, je vous ai mis les deux diapositives ensemble, les deux choses ensemble, c'est à ces niveaux-là qu'on va arrêter la inflammation pathologique, on va la devenir physiologique, on va l'aider à qu'elle devienne physiologique. On va l'aider. Donc du coup, ce sont ces médiateurs lipidiques ici, à ces niveaux-là, qui vont aider parce que les récepteurs de signaux ont été touchés les récepteurs ont été activés par la présence virale, ce qui a décroché que
Toutes ces enzymes, toutes ces phosphorylations, ça veut dire que ces enzymes qui phosphorylent, ces cascades de kinases qui phosphorylent, les kinases phosphorylent, qui décrochent Dark Vador de Maître Yoda, d'accord? Le Dark Vador, c'est NF-kappa B, qui va dire au noyau, fait que de l'inflammation. Et le noyau recevant cette instruction par son facteur transcriptionnel comme NF-kappa B dit, bon d'accord, tu mets dans ces commandes, je vais faire que l'inflammation. Donc il ne va pas faire beaucoup de sanation de la double hélice d'ADN, donc il ne va pas s'occuper d'autre chose très nécessaire, le noyau. C'est un peu grave. Hein. Et du coup, dès que le noyau reçoit ce signal, va dire à la membrane d'utiliser l'enzyme, la phospholipase, pour décrocher quoi? Les oméga 3, les oméga 6 et créer le médiateur de l'inflammation, les cytokines, les prostaglandines, le leucotriène, prostaglandine, leucotriène et thromboxane, voilà, tout ce qui est lié comme médiateur de l'inflammation. Mais aussi, si tout marche bien, ce signal va donner lieu aux résolvines, aux protectines, aux marécines, aux lipoxines, et comme le nom dit, les résolvines vont résoudre cette problématique de douleur créée par aussi cette infection virale. Et en gros, tout dépend de cet acide arachidonique, d'accord, et de la présence d'acide eicosapentaénique et de la fluidité de la membrane, évidemment. Plus il y a d'acide arachidonique, moins de cholestérol, plus la membrane est rigide. Et plus va être difficile de lutter contre l'inflammation. Ça, je ne vais pas vous le décrire. Juste là, c'est que quand vous avez une inflammation quelconque, normalement, ils vont vous donner des anti-inflammatoires stéroïdiens ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens, IS ou INS respectivement. Or, les INS ne sont pas très sensibles, du coup, les INS vont bloquer la cyclooxygénase 2, que c'est là qui NF-kappa B dit au noyau de produire plus. Une fois que les acides gras sont décrochés de la membrane phospholipidique. Mais l'aspirine, par exemple, tout ce qui est INS, va bloquer la COX, qui est la plus inductible, c'est ce qui cause toute la problématique de douleur, de prostaglandine, mais aussi va bloquer quoi? La COX-1 qui est constitutive, donc va provoquer quoi? Une perturbation de la muqueuse digestive, donnant lieu aussi que les Helicobacter pylori se reproduisent beaucoup plus, à qu'il y ait des ulcères stomacales, va aussi provoquer une problématique de la régulation de la fonction rénale et de la fonction plaquettaire. C'est pour ça que quand on prend certains INS, on dit attention à la fluidité sanguine car elle va être trop stimulée. La fonction plaquettaire va devenir moindre dès lors qu'on prend des INS. Et du coup, cette inflammation physiologique, donc vous avez rencontré ces virus, vous avez fait appel au zinc, normalement, on doit finir avec cette infection virale, d'accord, en appelant les neutrophiles, appelant les médiateurs lipidiques, faisant un changement de classe de macrophages normaux à macrophages super-héros type 2, pour que l'inflammation soit localisée, aiguë, adaptée et qu'elle soit protectrice. On a besoin d'inflammation pour éliminer les pathogènes. Or, les personnes qui sont sujettes qui ont la maladie de Lyme, qui ont la mononucléose, le petit virus, le parvovirus, peu importe quel virus, le coronavirus, restent souvent dans cet état-là. Parce que le virus est réactif et à chaque fois, le corps aussi perd ses capacités, les neutrophiles sont fatigués, vous n'avez pas de zinc, trop de cuivre, peu de manganèse, peu de sélénium, donc vous n'avez pas les cofacteurs des antioxydants nécessaires pour faire face à cette inflammation. Et du coup, vous avez des lésions tissulaires, une résolution insuffisante donnant lieu à une inflammation inadaptée, chronique, agressive et malheureusement générale. Et donc, du coup, c'est ce que je vous donne certains rapports de nos oméga 6, oméga 3
dans notre organisme. Donc, vous voyez que les Esquimaux ont quand même un rapport oméga 3 assez intéressant. Et nous, dans les sociétés occidentales, on a 20 fois oméga 6 par rapport aux oméga 3. Et c'est trouvé qu'un rapport 1 sur 4, c'est encore correct. Nous, non. 1 oméga 6 pour 4 oméga 3. Bon, non, je dis n'importe quoi. Je veux dire 1 sur 1, c'est assez correct. On tolère de 4 oméga 6 à 1 oméga 3. Ça reste encore plus ou moins correct pour notre corps. Plus on a d'oméga 6, moins on a d'oméga 3. Plus on devient, plus les QI réduit, moins on crée, plus problématiques cognitives, articulaires, inflammatoires, musculo-squelettiques, de syndrome X, de syndrome métabolique, de inflammation systémique de bas grade, etc. D'accord? Et on voit que la progression de l'augmentation d'oméga 6 par rapport au oméga 3 s'est passée lors de l'industrialisation de notre alimentation. Et vous voyez que vous voyez un petit peu les grandes créations, les grandes œuvres, et tout était encore pendant cette période de 19e siècle, encore d'après la société. J'avoue que moi, quand j'étudie un petit peu l'histoire, je ne vois pas qu'on n'a pas trop évolué. Hein. Mais bon, après, c'est peut-être ma recherche qui est un peu pessimiste, hein, mais bon, pour mes sources. Mais j'avoue que je ne trouve pas qu'on a trop évolué depuis. Donc évidemment, on a privilégié les oméga 3. Je vais juste bouger une caméra. Je vais l'éteindre parce que... Hop. Voilà. Donc on a l'acide, on a des oméga 3 et vous avez aussi les nécessités de consommation d'oméga 3 et de 3 à 9 ans et de 10 et plus. Vous voyez que quand même on a beaucoup besoin de EPA DHA. Et c'est très important d'avoir ça pour médier cette inflammation, pour finir aussi avec cette infection virale. Hein. J'espère que vous fassiez les points entre les oméga 3 et la lutte contre je n'aime pas ces mots-là, et le pouvoir d'éradication de notre système immunitaire vis-à-vis des agents pathogènes. Parce que la lutte contre, non, c'est un mot négatif. Je vous ai mis aussi la liste des aliments les plus riches en oméga 3, en sachant que les oméga 3 végétales, les huiles végétales sont sensibles à un manque de sommeil, donc ils ne vont pas se convertir en EPA DHA si vous manquez de sommeil, si vous êtes en hypothyroïdie, si vous manquez de magnésium, si vous manquez de zinc, si vous avez trop de cuivre. Donc cette conversion de graines de lin et de l'huile de noix ne va pas se convertir, ne va pas se faire, ne va pas devenir EPA DHA si vous êtes en carence de zinc et excès de cuivre. Attention. Donc, en gros, on doit tout faire pour que ces messagères chimiques finissent et sert à appeler les neutrophiles, les macrophages de type 1 qui se convertissent en macrophages de type 2 pour résoudre l'inflammation, pour que l'inflammation ait son pic, mais après finisse et la résolution soit aussi avec le nettoyage cellulaire de tous les débris que le corps a tués. Voilà, s'il n'y a pas cette conversion de classe, d'accord, on a les macrophages lambda, celui-ci va produire des radicaux libres, va produire des molécules pro-inflammatoires comme le TNF-alpha, l'interleukine 6, l'interleukine 1 bêta. Et on doit faire que ce soit l'opposé en sécrétant des cytokines anti-inflammatoires. Et voilà comment on va aider avec le CSPM, le Specialized Pro-Resolving Mediators, qui sont les dérivés des oméga 3. Attention, c'est pour ça que j'insiste autant avec les oméga 3. Retournons à ce rôle de zinc dans la ostéoarthrite, parce que je fais la parenthèse là tout à l'heure par rapport aux réactions histaminiques, syndrome Massa, etc. Mais vous pouvez voir que
qui est quand même, c'est applicable pour beaucoup de choses, les notions que je viens de vous donner. Donc, on a les nutriments importants pour l'ostéoarthrite et ça va devenir quoi? Un équilibre de ratio cuivre-zinc. Vous n'avez pas ces ratios cuivre-zinc, vous allez développer une ostéoarthrite beaucoup plus importante et vous allez aussi développer quoi? Une problématique d'arthrite rhumatoïde beaucoup plus importante. C'est la diapositive qui suit. D'accord? Vous voyez, arthrite rhumatoïde, cuivre-zinc, rapport cuivre-zinc, rapport cuivre-zinc, rapport cuivre-zinc. Je ne peux pas vous le dire de plus. Derrière, il y a un virus. Derrière, il y a aussi une mycose parce que les virus vont attirer par des déséquilibres cuivre-zinc, une mycose. Les zinc sert à non seulement lutter contre l'infection virale, mais aussi l'infection mycosique. Donc, vous ne pouvez pas vous débarrasser des mycoses avec un déséquilibre pareil des cuivres zinc. Et personne ne vous l'a dit. Tout le monde dit alimentation, antimycosique, machin, bidule. Oui, oui, mais ça l'a dit tout le monde. Et tout le monde a une infection. Et beaucoup d'entre vous, c'est pas tout le monde, mais beaucoup d'entre vous, vous avez des infections mycosiques et virales. Et appliquant ces notions de machin, diète, alimentation, vous n'arrivez pas à venir au bout de choses. Parce que si cette infection mycosique, candidosique, va affecter qui? La mitochondrie. Et la mitochondrie va être fatiguée, ne va pas faire la glycolyse, provoquant trop de sucre dans votre système. Même si vous ne mangez pas, tout augmente la glycémie. Que vous mangez glucides, que vous mangez de protéines, que vous mangez des lipides, tout augmente la glycémie dans votre corps au moindre, au plus ou moindre degré, d'accord? Mais il y aura aussi une sécrétion insulinique qui doit être réduite, laissant rentrer l'insuline dans la cellule. Donc, si les récepteurs à l'insuline ne fonctionnent pas bien, la glycémie reste trop longtemps élevée, donnant lieu à la reproduction des mycoses. Et tout ça parce qu'à la base, il avait une infection virale. C'est pas pour rien que on voit trop de mononucléose. Je me pose des questions peut-être conspirationnistes pour certains d'entre vous. Pour moi, sont purs réalistes. Parce que je me dis comment des bébés ont pu choper mononucléose aujourd'hui, comment j'aurais pu m'infecter en mononucléose quand j'ai développé toutes les problématiques. Non, c'est pas que je suis développé les problématiques. Je pense que le problématique, c'est pareil pour beaucoup d'entre vous. La problématique était déjà existante. L'infection virale a fait juste la réveiller. C'est ce qui se passe avec les Covid longs. Normalement, on parle de Covid long, mais on ne parle pas de mononucléose longue, on ne parle pas de parvovirus longue, on ne parle pas de hépatite longue. Et pourtant, de vrai, c'est les mêmes processus. Les virus, c'est réactif, relâchant les cytokines pro-inflammatoires, faisant une petite réinfection qui monte légèrement. Si vous avez la chance de tester à ces moments-là, vous le verrez au niveau sanguin, les IgG qui montent, les IgG qui descendent, les IgM qui montent, et puis l'IgM qui descend et l'IgG qui monte par la suite. Vous allez le voir. Étudiez vos analyses de sang, vous allez voir ça. Et du coup, voilà, vous tournez vraiment un rond, ne faisant pas ces liens cuivre-zinc, mycose et infection virale longue, chronique, mais réactivante. Et donc, cette infection virale chronique avec la perte du zinc, l'augmentation des cuivres, va créer des problématiques de peau, ce qui va attirer des souches de Lyme qui vont provoquer des problématiques de peau. Pareil pour l'arthrite, les ostéoarthrites et les arthrites rhumatoïdes. Vous avez une prédisposition phénotypique, c'est-à-dire vous avez acquis certains gènes où ces tissus conjonctifs au niveau ostéoarticulaire est plus faible. Et donc, vous allez attirer de bactéries de Lyme qui vont aller attaquer ces tissus faibles, affaiblis. C'est tout. C'est tout. C'est pour ça que certaines personnes ont de souches de Lyme qui sont plus articulaires, d'autres qui sont plus neurologiques, d'autres qui sont plus systémiques. Ou ceux qui vont à l'œil, par exemple, s'il avait une prédisposition, une faiblesse à ce niveau-là, vous l'aurez à ce niveau-là. Et en gros, c'est ce qui se passe, c'est que les infections virales chroniques vont provoquer un déséquilibre
de manganèse aussi. Le manganèse est un antioxydant, est un cofacteur antioxydant de la superoxydismutase, qui c'est un antioxydant majeur du corps, que l'on peut le trouver dans les graines de melon. Et donc, vous allez déséquilibrer non seulement les cuivres zinc, mais les cuivres manganèse. Donc, du coup, vous manquez des cofacteurs antioxydants parce que ni les manganèses, ni les cuivres, ni les zinc sont des antioxydants. Attention, comment vous les appelez, ils n'ont aucun pouvoir réducteur. Ils sont juste des cofacteurs des enzymes antioxydantes. Et donc, je vous ai mis une autre diapositive là où vous voyez les stress oxydants, les métaux, d'accord, cuivre, fer qui sont très oxydants. Et les antioxydants qui doivent être beaucoup plus importants avec ces cofacteurs. Là c'est bien noté par exemple. Là, d'accord, les cofacteurs zinc, sélénium ne sont pas des antioxydants, s'il vous plaît, sont des cofacteurs. Et les antioxydants sont la superoxyde dismutase, sont la catalase, les glutathions, le bêta-carotène, la vitamine E, le vitamine C. Attention parce qu'elle peut aussi être ambivalente. Hein. L'ubiquinol, la coenzyme Q10, la céruloplasmine qui est le transporteur, c'est la protéine transporteuse de cuivre, pour le coup. Plus il la transporte, plus vous l'éliminez. Et du coup, quand on a cette infection virale, je vais à nouveau éteindre la caméra. Quand on a cette infection virale, on est attaqué, donc on appelle le zinc, on augmente, au bout d'un moment ça va s'épuiser, on augmente le taux de cuivre qui va bloquer la mitochondrie, qui va créer deux molécules pro-oxydantes, qui va provoquer un vieillissement précoce, qui va provoquer un manque d'énergie, d'accord, parce que si cette gène de phosphorylation, si cette gène de respiration cellulaire n'a pas lieu, la pompe NAKTPase ici, qui fonctionne grâce au magnésium, ne pourra pas prendre les électrons, les H+, les prendre pour produire, pour mettre un H+, et créer l'ATP. D'accord? De convertir l'ADP en ATP. Et le magnésium va servir là à donner des groupements phosphate, justement, à donner un phosphate de plus à la molécule diphosphate. Du coup, si ça ne fonctionne pas, vous êtes en carence énergétique et voilà. Vous n'avez pas d'énergie, personne ne vous comprend, ils vous disent que c'est tout dans la tête. Mais tous ces mécanismes sont en train de se passer. Alors tout ça, je ne peux pas expliquer lors d'une consultation. Mais c'est ce qui se passe, d'accord? Et je ne sais pas si les médecins que vous consultez ou les spécialistes que vous consultez sont en capacité de vous expliquer tout ça. Donc, les infections chroniques vont dépendre du zinc, de ratio zinc, cuivre, cuivre, zinc. Parce que vous voyez, le cuivre va bloquer la production de la conversion de protéines en lysine, en carnitine. La carnitine est le minibus qui va laisser les acides gras, comme par hasard, oméga 6, oméga 3, rentrer dans la mitochondrie pour leur oxydation. Les acides gras ne peuvent pas rentrer dans la mitochondrie tout seuls. Ils sont en incapacité de rentrer s'ils ne montent pas au minibus de la carnitine, un acide aminé. Donc, s'il n'y a pas de carnitine parce qu'il y a trop de cuivre et très peu de zinc, eh bien, vous oxydez pas vos acides gras. Donc, vous grassissez et vous fatiguez et vous augmentez les douleurs parce qu'on a vu que les acides gras, oméga 6, oméga 3, sont nécessaires pour faire face à la douleur aussi et à sécréter les médiateurs lipidiques. Vous savez, on tourne en rond, hein. C'est toujours le même concept. Pour les femmes, ou pour les hommes pour le coup, on doit avoir un équilibre de cuivre pour avoir un équilibre d'estrogène et de progestérone. Parce que oui, les hommes aussi ont d'estrogène. Plus on a d'estrogène, plus il y a des problèmes. Hein. Donc, pour les femmes, cet équilibre estrogène-progestéronique est fondamental pour éviter quoi? Les ovaires polykystiques, mais surtout l'endométriose. Surtout l'endométriose, dont on fait souvent ces liens entre Lyme et endométriose. Mais pourquoi? Parce que le cuivre est
pro-angiogénique, c'est-à-dire qu'il va créer des tissus, va créer de métaplasie. Voilà, des excroissances d'endomètre partout dans le corps de la femme. Grosso modo, c'est ça. Et cet équilibre de cuivre va se faire grâce au zinc et au magnésium. Et comme par hasard, sont ces deux éléments qui vont maintenir équilibré aussi les estrogènes et la progestérone. Parce qu'autrement, c'est ce qui se passe quand le cuivre est dominant. Il y a un syndrome de dominance estrogénique avec une possible aromatisation. D'accord? Pour les hommes, l'aromatisation va provoquer l'inflammation de la prostate, plus Lyme, génial. Et chez la femme, cette aromatisation peut aussi provoquer l'endométriose et tout autre dérèglement hormonal aussi. Et donc, cet excès estrogénique, plus on a de cuivre, plus on a d'estrogène. Plus on a d'estrogène, moins on peut tolérer la douleur. Les estrogènes provoquent problématique de douleur. Et on finit par quoi? Par grossir, par un syndrome X, par avoir trop d'insuline, par avoir un empêchement de perte de poids. Et on diminue qui? L'hormone mère que je viens de vous présenter tout à l'heure, augmentant quoi? La fatigue, créant quoi? Une hypercortisolémie ou des cortisolémies déréglées. Je vous rappelle que le cuivre va aussi bloquer la conversion le zinc, la B1 qui est nécessaire pour que les protéines se convertissent en sérotonine. Et on est presque à la fin. Et le mauvais ratio cuivre-zinc va empêcher la thyroïde de fonctionner. Pourquoi? Parce qu'en bloquant les protéines ici, la thyroïde ne fonctionne pas bien, surtout que le cuivre va empêcher la vitamine C, va empêcher le zinc. D'accord? Et dès lors qu'il y a trop peu de zinc aussi, on peut provoquer de faire appel au sélénium. Mais bon, c'est pas dans ces diagrammes. Mais on va bloquer le zinc, la B6, la vitamine C qui va empêcher le fonctionnement thyroïdien correct. On va bloquer la T3. D'accord? Donc, on va aussi provoquer le cuivre. Dès lors qu'il a trop de cuivre, la mitochondrie ne fonctionne pas. La thyroïde est remplie de mitochondries. Et dès que ces mitochondries ne sont pas en bon état, la mitochondrie est à la fois la plus grande productrice d'énergie, mais à la fois la plus grande pourvoyeuse de radicaux libres. Donc, elle produit de l'énergie, mais cette production d'énergie, qui est des électrons à haute énergie, peut être négative pour elle et en la détruisant. Surtout quand il y a trop de cuivre, trop de fer. Et trop de fer, il est souvent le cas d'une ferritinémie élevée. On peut avoir les deux cas de figure, une ferritinémie élevée et des anémies. Après, ça dépend de quel pathogène on a dans notre système. Et donc, cette problématique de T3 va donner quoi? Problématique de thyroïde, plus de fatigue, moindre concentration abstracte, problématique de frilosité, de prise de poids, de circulation, à tout ce qui est lié à la thyroïde. Syndrome des Raynaud, voilà, tous ces symptômes que vous savez lorsque vous avez la maladie de Lyme. Est-ce que c'est du coup la maladie de Lyme ou c'est tous les contextes qui fait que la pauvre bactérie que vous avez chopée crée autant de dérèglements? Avec ça, j'ai fini avec la dernière diapositive pour vous rappeler de l'excès en cuivre qui va provoquer des problèmes digestifs, des problématiques de peau, de cheveux, des allergies, ces fameuses massas, ces fameuses histamines. Arrêtez, c'est le cuivre, c'est les ratios cuivre-zinc, c'est votre système immunitaire. Des problèmes gynécologiques, tous. Donc, allez vous aussi vous mettre un stérilet en cuivre pour ajouter à la situation. Les problématiques du foie, problématiques du sommeil, problématiques nerveuses et musculaires. Donc, vous allez avoir de l'agitation, l'anxiété, l'irritabilité, les migraines, de maux de tête,
de dépression et de perte de mémoire. Je regarde l'écran écran parce que je ne lis pas. Voilà, et que ça va aussi provoquer déficit en fer. Plus on a cuivre, plus on est déficitaire en fer aussi. On risque, hein. Et tout ce qui est création de tissus, de cette croissance tissulaire, c'est là où il y a les cuivres. Donc, problématique de cancer, problématique de endométriose et des tissus, de cette croissance de métastases aussi. D'accord? C'est l'angiogénèse qui est donnée par l'excès de cuivre, la carence en zinc, la présence virale, la présence fongique qui vient parce qu'il y a du virus chronique. Il se réveille, qui passe des IgG, qui vont de IgG à IgM et d'IgM à IgG. Voilà, avec tout cela, je vous laisse et je donne lieu à vos questions.